Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, notamment à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers Instagram, mais à travers aussi TikTok. Nous sommes encore heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est la deuxième fois que nous nous retrouvons en cette année 2025. Je ne serai pas seul pour cette émission d'aujourd'hui. L'équipe est là, même si elle n'est pas au grand complet. Nous avons celle que vous connaissez d'habitude. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Allez, j'espère que tu vas bien et nous allons animer ensemble cette émission d'aujourd'hui. Et nous ne sommes pas seuls, évidemment. Nous sommes avec un autre habitué de nos émissions. C'est Yves Cacha depuis Madrid. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Père. Bonsoir, Patricia. Bonsoir à tous nos auditeurs et mes condoléances à toute la République. Voilà, alors, comme vous le dites, nous gardons si mémoire de la triste nouvelle que nous venons de recevoir. Donc, la mort du gouverneur du Nord Kivu, le général Chiri Mwami. Et nous présentons donc toutes nos condoléances à sa famille biologique, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux autorités de la République démocratique du Congo. Nous pensons aussi à toutes les victimes de l'Est de la République démocratique du Congo qui succombent à la suite de la guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, Patricia, qu'est-ce que nous recevons aujourd'hui? Alors, ce soir, notre invité est Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en abrégé CENCO. Monseigneur Chollet, bonsoir. Bonsoir, Patricia. Bienvenue sur Dialogue avec. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Merci beaucoup, malgré tout ce que nous vivons, vous savez. Merci. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir sur Dialogue avec. Merci. Donc, alors, je disais donc ce soir que nous allons principalement parler de la feuille de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs, une initiative que vous avez lancée avec l'Église du Christ au Congo, en sigle ECC. Donc, nous allons prendre le temps de décortiquer un petit peu cette feuille de route et puis ensuite parler de l'actualité. Merci. Alors, merci beaucoup, Patricia. Bienvenue encore à Monseigneur Donatien Chollet, que beaucoup connaissent, mais c'est la première fois qu'il participe au dialogue avec version visuelle, puisqu'il avait déjà participé à nos émissions, mais quand c'était encore seulement sous forme d'espace. Alors, même si il est bien connu du public, nous voudrions quand même, au début comme ça, poser une petite question à Monseigneur, puisque c'est une figure bien connue de l'Église de la République démocratique du Congo, mais aussi, pas seulement de l'Église, mais du pays. Je voudrais d'abord savoir un peu une question pour ceux qui nous suivent, surtout à l'étranger, Monseigneur. C'est depuis combien de temps en fait que vous êtes secrétaire général de la conférence, disons pour bien utiliser le terme, de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO? Eh bien, c'est la 16e année. La 16e année, voilà, il faut dire que j'ai eu quand même un parcours assez particulier parce que dans les statuts, le mandat du secrétaire général, c'est 6 ans, une fois renouvelable. Le maximum devrait être 12 ans. Mais comme j'avais commencé au secrétariat général comme premier secrétaire général adjoint, quand j'ai été élu secrétaire général, on a repris le compteur à 0, ce qui fait que je dois aller en principe jusqu'en 2029. Wow, donc on dirait que c'est une longue expérience. Vous connaissez donc bien la machine de la conférence épiscopale.
fantastique. D'abord, félicitations pour ça. Ça signifie que l'Église du Congo, à travers les évêques, vous font confiance. Alors, comme disait déjà Patricia, elle peut même maintenant rappeler le thème que nous allons aborder avec vous aujourd'hui, avant qu'on ne commence effectivement à décortiquer comme elle a dit. Alors, Patricia, encore une fois. Alors, le thème de ce soir, c'est la feuille de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la région et dans les Grands Lacs. Donc, initié par la SENCO et l'Église du Christ au Congo. Donc, ce soir, nous vous recevons pour que nous puissions un petit peu parler plus en détail de cette initiative, mais aussi savoir un petit peu ce que vous avez fait jusque-là par rapport à cette belle initiative. Voilà, nous allons donc commencer à décortiquer, mais on donne quand même déjà un peu la parole à Yves Kacha, puisque c'est le membre de dialogue avec et qui a toujours des pics un peu, monseigneur, ne vous étonnez pas, puisque lui, il est là pour un peu faire des pics pendant l'émission, mais il est très gentil, ne vous en faites pas, puisque c'est l'ancien élève du collège Bobot, donc il n'est pas méchant. Alors, Yves. Non, comme je rigolais tantôt quand Monseigneur était en train de nous faire part de sa longévité en tant que secrétaire général de la SENCO. Et je disais profession, secrétaire général de la SENCO. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas si Monseigneur a entendu, puisqu'il y avait un petit souci de son aussi. Oui, si Yves, si tu peux répondre un peu, puisque oui, le son ne passait pas très bien. Réponds un peu vite ta petite pique là. Je disais, quand le Monseigneur était en train de faire part de sa longévité en tant que secrétaire général de la SENCO, alors je me suis dit, dans son CV, on doit mettre profession, secrétaire de la SENCO. Voilà, je crois que... profession. Voilà, Monseigneur a entendu. Voilà, Monseigneur a entendu ce que tu as dit. Merci. Voilà, Monseigneur, un petit commentaire, Monseigneur. Eh bien, je suis principalement prêtre. Hein. Là, ce sont des ministères qui peuvent changer dans le sacerdoce. Hein. Exact. Voilà, exact. Alors, Monseigneur, commençons maintenant à décortiquer un peu l'affaire des routes du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Alors, si nous voyons dans l'affaire des routes, le premier paragraphe, vous parlez de l'année de la paix et du bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Donc, vous définissez, pour commencer, l'année 2025 comme donc année de la paix et du bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Qu'est-ce que d'abord vous voulez dire par là, Monseigneur? Ben, je crois que si les deux églises ont décidé de proclamer cette année, l'année de la paix et du bien-être, c'est au regard de ce que vit le pays depuis un certain temps, plus ou moins 30 ans, où on ne cesse de déplorer les conflits, les guerres, les violences, les morts de déplacés, alors en termes de millions. Et toutes les tentatives de solution, que ce soit diplomatique, on en est à la 50e, je crois, négociation à ce sujet. Les guerres, n'en parlons pas. Finalement, on est là presque à la case du départ. Et pire encore, j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. Et les deux églises, en fonction de leur mission prophétique, leur responsabilité pastorale, continuer à réfléchir ensemble en termes de quelle réponse donner pour qu'on obtienne quand même cette paix tant désirée. En ce qui concerne la SENCO, si vous revisitez les messages de la SENCO ces dernières décennies, moi je suis là depuis 16 ans, depuis que je suis là, c'est chaque année qu'on revient sur la question sécuritaire. Et là, sans minimiser ce qui se fait au niveau diplomatique, les évêques veulent tenter une nouvelle tentative d'expérience. C'est celle d'impact social
puisant dans la foi, bien sûr, comme chrétien, mais surtout dans la sagesse africaine où on résout pas mal de problèmes par sous l'arbre à palabre. Donc, cet appel est lancé en faveur de la paix, en faveur de bien vivre ensemble. Il s'agit d'obtenir l'adhésion des Congolais dans l'ensemble et surtout les principaux acteurs sociopolitiques à accepter d'échanger, de dialoguer pour que nous puissions voir ce qu'on peut faire. La vérité doit être dite, doit être examinée, mais aussi, surtout, la réconciliation s'impose pour que la vie soit possible. Voilà, merci beaucoup, Monseigneur. Alors, Patricia, une question? Pardon, excusez-moi, j'avais mis sur mute. Vous m'entendez? Oui, ça va, allez-y. Ok, donc merci. Donc, Monseigneur Chollet, vous dites sur cette même feuille de route que vous appelez les Congolais, en tout cas, à se dire qu'il faut vivre ensemble dans la paix, mais que nous devons suivre une certaine... la priorité, c'est la paix et le bien vivre ensemble. Mais sur les documents comme ça, Monseigneur, ça a l'air d'être un peu abstrait. Est-ce que il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que tout cela devienne quelque chose de plus concret? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là? Comment est-ce que vous pouvez appeler les Congolais à sortir de l'abstrait et être dans le concret? Ben évidemment, c'est d'abord un appel, une provocation, parce que on ne veut pas dicter aux Congolais, et surtout pas aux responsables sociopolitiques qui sont des personnalités. Les deux églises n'ont pas la prétention de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Les deux églises proposent des postulats à partir desquels on peut réfléchir dans les ateliers et tout en étant ouverte plutôt à recevoir aussi d'autres thématiques qu'on peut lier à la paix, liées au bien vivre ensemble, qui peut nous amener progressivement à nous retrouver autour d'une table. Donc, l'appel, on est dans la phase de la sensibilisation. Il y aura la semaine prochaine un atelier de commission justice et paix de deux églises, justement pour préciser les termes de communication, les termes de sensibilisation, et pour que les gens comprennent mieux la nécessité de ce que proposent les évêques aujourd'hui, contrairement à la guerre qui est publicité, mais dont les résultats sont là, malheureux. Donc, on va recevoir les réflexions, les suggestions des uns des autres, et le secrétariat technique va proposer déjà, je crois, dans 1 ou 2 semaines, on va proposer des commissions, de réflexion par rapport aux thématiques qu'on aura retenues. Ça peut être politique et paix, économie et la paix, sécurité et la paix. On peut aussi proposer d'autres choses. On va organiser les ateliers. Les ateliers qui vont permettre de dégager les sujets autour desquels on peut s'asseoir pour arriver à un pacte social qui peut garantir la paix, non seulement dans le pays, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, il y aurait un forum national. Et pour cela, nous prenons déjà contact avec les principaux acteurs sociopolitiques, à tous les niveaux en tout cas. Et on devra en principe aussi aller même vers ceux qui ont pris les armes aussi. C'est tout le monde qui doit être interpellé, invité à réfléchir à ces propos. Merci. Et l'objectif, c'est un forum national où on va sceller l'impact social.
Et... Oui, on va peut-être arriver, puisque nous suivons un peu ce que vous avez écrit, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses. Petit à petit, nous allons arriver à ça, évidemment. Mais vous dites aussi hein, dans votre document que vous faites allusion plutôt à l'adhésion massive. Mais justement, vous avez commencé déjà à décrire ça. Comment se fera en fait cette adhésion, puisque comme ça, les gens qui nous suivent puissent aussi savoir comment ça se fera, puisque vous souhaitez, je crois, une adhésion massive. Mais comment concrètement ça va se faire pour que les gens puissent comprendre? Voilà, c'est à ce niveau que les deux commissions vont travailler la semaine prochaine. Mais nous allons, de façon générale, exploiter toutes nos structures, paroisses, écoles, partout où nous sommes, dans les œuvres sociales où les gens se réunissent. Nous allons trouver les modalités de les inviter à adhérer. Et nous avons la facilité d'avoir avec nous une bonne partie des compatriotes qui viennent prier avec nous les dimanches. Un message bien conçu, un communiqué bien conçu, on y réfléchit à lire. Juste un exemple, un dimanche dans toutes les églises catholiques, dans toutes les églises protestantes, c'est déjà quelque chose de grand comme nombre de personnes à atteindre qui peuvent adhérer au projet. Merci, Monseigneur. Alors, nous allons essayer aussi de voir un peu, hein, vous avez fait allusion à ça déjà, analyser un par un le postulat dont vous parlez hein, dans votre document. Et alors là, je donne la parole à Patricia. Oui. Et entre-temps, hein, Yves, nous le connaissons, Yves, quand il a besoin de parler, lui, sa façon, c'est de soulever la main, alors on comprend qu'il a sa pique habituelle. Alors, Patricia, on va essayer maintenant de commencer un peu à parcourir les postulats qui se trouvent dans les documents, disons, de la SENCO et de l'Église de Christ au Congo. Merci. Le premier. Oui, d'accord. Alors, Monseigneur Chollet, le premier postulat que vous avez mentionné sur cette feuille de route parle de revenir à nos valeurs sociologiques et spirituelles de Bomuntu pour construire la paix durable et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la région des Grands Lacs. Monseigneur Chollet, je suis pour moi-même une partisane de la réflexion approfondie. J'aimerais qu'on souligne l'importance des valeurs culturelles et spirituelles ici, en tout cas dans la promotion de la paix dont vous parlez dans cette feuille de route. Comment est-ce que on peut, quelle est selon vous la signification, en tout cas profonde, de Bomuntu et en quoi le retour aux valeurs de Bomuntu peut-il non seulement contribuer à la résolution des conflits dans la région, mais aussi à la construction ou alors peut-être à la reconstruction hein, d'un narratif commun pour les Congolais et pour les habitants de la région des Grands Lacs? Bon, je crois que la philosophie de Bomuntu, c'est la philosophie de l'être avec, dans sa dimension globale, mais ici nous sommes dans un contexte où nous recherchons la paix. Dans la tradition africaine, tout comme dans toute société, il y a des conflits, il y a eu des conflits, mais il y a eu des mécanismes traditionnels qui n'était pas la guerre qui arrivait quand on arrivait à la guerre pour les quelques cas, c'était l'échec, ce n'était pas quelque chose de normal. Donc dans la sagesse africaine, c'est sous l'arbre, à palabre, que les gens échangeaient, que les gens se déchargeaient et se réconcilier. Il y avait aussi des condamnations, évidemment, mais dans le sens de la promotion de la justice. Mais tout se concluait généralement à renforcer la cohésion sociale. Merci, c'était très clair.
OK. Alors, dans le deuxième postulat, Monseigneur, vous dites ceci, privilégier le consensus par le palabre pour trouver des solutions idoines aux causes profondes à la base des conflits politiques et armés qui endeuillent interminablement la République démocratique du Congo et ensanglantent cycliquement la sous-région des Grands Lacs. Alors, quand vous parlez maintenant, comme vous l'avez dit, hein, vous parlez de bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Tandis qu'ici, dans les postulats, vous revenez sur ces plans-là, mais il faut trouver le consensus par les palabres. Et vous avez fait allusion à l'histoire de Bumutu, on se mettait sous un arbre pour parler des palabres. Et maintenant, concrètement, ici, hein, pour expliciter un peu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme contenu à ces seconds postulats de votre document? Ben, la palabre, c'est que dans une communauté ou villageant, dans le contexte de conflit, il y a des revendications des uns des autres, il y a des plaintes, il y a des accusations d'être victime de ceci ou cela. Mais dans les communautés traditionnelles, il y a des gens aussi qui sont identifiés comme étant des sages, des gens autour de desquels on peut se réunir pour exposer les différents points de vue et les gens capables de mettre tout le monde ensemble, et capables, dans les gens qui ont une certaine ascendance aussi sur les différentes parties, les gens qui maîtrisent la sagesse, les proverbes de la tradition africaine et qui les adaptent à la situation de chaque conflit. Donc, c'est un peu cet esprit-là que nous voulons adapter au contexte actuel. Évidemment, le problème avec ce qui se fait sur le plan diplomatique, et surtout dans le contexte qui est le nôtre, c'est le fait que même ces médiateurs-là, ils ont aussi des intérêts chez nous. Et là, ça complique un peu la donne. Ça complique un peu la donne. Alors, et là, nous sommes à l'étranger, mais il faut dire pourquoi il y a ceux parmi nous qui sont alliés aux étrangers dans ce que nous vivons. Qu'est-ce qui les amène là? Donc, ça signifie qu'il y a des frustrations à l'intérieur qui fait qu'ils vont chercher recours ailleurs. Donc, au lieu d'aller d'abord exposer le pays auprès de gens qui ont aussi des intérêts, en même temps faire les juges, ce qui est compliqué, nous sommes assez grands dans le pays à identifier les sages, acceptables par toutes les parties prenantes, et pour qu'on règle nos différends et même ceux qui ont pris les armes là, et dans un contexte de la parable, ils sont appelés à nous dire pourquoi ils ont pris les armes. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est à ce moment-là que la sagesse va apprécier leurs revendications et voir dans quelle mesure ils répondent. OK. Merci, Monseigneur. On continue avec le troisième postulat, hein, Patricia. Et je vois que Yves a une question. Yves, il a fait signe comme on le connaît d'habitude. Donc, priorité d'abord à Yves et puis après, on va aller au troisième postulat. Yves, allez. Oui, Père et Monseigneur, merci beaucoup pour m'accorder. Ça fait bientôt 30 ans que notre pays souffre les affres de la guerre. Et ça fait bientôt 30 ans que l'homme politique congolais est un professionnel politicien. Pensez-vous que la feuille de route de son naissance même puisse arranger leurs intérêts? Eh bien, d'abord, la feuille de route, c'est une feuille, hein? C'est juste une direction, mais le plus grand le travail à faire, c'est l'adhésion des uns des autres dans ce pacte-là. Donc, si les uns les autres, les acteurs majeurs n'adhèrent pas, on n'arrivera pas.
Bon, maintenant, on a quand même une expérience de plus ou moins 30 ans de ce que nous vivons. Chacun sait ce qu'il a soutenu comme opposition, chacun sait ce qu'il a fait dans le passé, et on est assez grand pour voir les conséquences. Est-ce que le pays avance avec ce que nous avons fait jusque-là? Est-ce que nous devons continuer à emprunter les mêmes voies qui ne nous ont pas permis d'évoluer, d'exploiter toutes les richesses que le Seigneur nous a données? Donc, c'est à ce niveau où on doit s'interpeller les uns les autres, on doit toucher les consciences des uns des autres pour une conversion culturelle, j'allais dire. OK. Alors, on passe au troisième, c'est déjà troisième, je crois, hein, au troisième postulat du document, donc de la feuille de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Alors, merci. Donc, je disais que le troisième postulat, Monseigneur Chollet vient de le mentionner ici, hein, il a parlé d'identité culturelle, et le troisième postulat dit que nous unir dans le respect de nos diversités pour bâtir une Afrique forte, unie et prospère face aux défis de la mondialisation. Le cheminement vers la paix, écrit le pape François, n'implique pas l'homogénéisation de la société, il nous permet en revanche de travailler ensemble. Alors donc ici on a cité le pape François. Monseigneur Chollet, quelle stratégie préconisez-vous pour favoriser ce dialogue constructif en prenant en compte les diversités, en tout cas culturelles, les richesses de chacun? Eh bien, nous avons déjà commencé de tenter au niveau de l'Église à le faire dans le cadre de l'ASEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, qui regroupe le Rwanda, le Burundi et la RDC. À la fin du mois de janvier de l'année passée, nous nous sommes retrouvés à Goma où il y avait, entre autres, donc, à part la messe, la grande Eucharistie qui a été célébrée pour l'unité dans la sous-région, il y avait des activités culturelles, il y avait des musiciens, des orchestres, des artistes de 3 pays qui se sont déployés, mais c'était de toute beauté. C'était de toute beauté. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, on est différents, mais il y a lieu quand même de faire de cette différence une richesse d'ensemble. Alors, on est en train de réfléchir aussi dans le sens d'organiser de grandes activités à plusieurs niveaux pour renforcer la cohésion dans la différence. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, nous allons passer au quatrième postulat qui semble être déjà un peu long aussi comme le troisième d'ailleurs. Vous parlez d'influencer les dirigeants politiques d'Afrique en général et de la région des Grands Lacs en particulier à adhérer à cette initiative socio-spirituelle pour faire cesser les bruits des armes de notre continent et à construire des partenariats bilatéraux et multilatéraux pour notre développement intégral et durable. Donc, vous parlez de Business for Peace, mettant fin à l'exploitation illicite des ressources naturelles en RDC et aux conflits armés dans la région des Grands Lacs. Alors, quand moi je lis par exemple ce postulat, Monseigneur, l'idée qui m'est venue en tête, mais il y a déjà dans la région des Grands Lacs, par exemple, plusieurs associations, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, CPGL notamment, et puis que ce soit nos voisins, surtout de l'Est, ils sont tous dans l'EAC, donc East African Community. Donc, quand maintenant on voit ces postulats ici, qu'est-ce que ces postulats portent, disons, comme nouveauté, Monseigneur? Ben, justement, donc, dans les réflexions qu'on aura à faire, ce sera entre autres faire l'examen de tout ce qui a été revisité, tout ce qui a été fait. Pourquoi ça n'a pas marché? Il doit y avoir des raisons pour que ça ne marche pas. Alors, ça sera l'occasion justement, en réfléchissant ensemble, d'identifier ces raisons et de voir comment aller faire autrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la SENCO et le SCC n'ont pas de recettes à dicter.
Mais ils offrent l'opportunité, ils invitent les gens à réfléchir. Voilà, jusque-là, on a emprunté telle voie et voilà où nous en sommes. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Je crois qu'il y a lieu de créer de nouvelles voies. Au niveau... et puis les politiques, jusque-là aussi, il n'y avait pas trop de... Il y avait la manipulation de la population par rapport au conflit politique. Il y a quand même lieu, et c'est pourquoi nous donnons beaucoup d'importance à l'adhésion de la masse, pour que ça constitue une sorte de pression aux dirigeants. Parce que les dirigeants, quand ils sont entre eux, ils voient d'abord leurs calculs politiques, surtout les politiciens. Nous l'avons vécu au dialogue Saint-Sylvestre. Alors qu'on faisait la médiation, on était surpris un après-midi que les deux partis opposés s'étaient mis d'accord sur quelque chose d'aberrant. Parce qu'on avait déjà décidé que compte tenu de la conjoncture du pays, le gouvernement ne devrait pas dépasser, je crois, 36 ministres. Mais là, comme c'était question de partager le pouvoir, ils n'arrivaient pas à satisfaire leurs ambitions. Ils vont et reviennent et disent, voilà, nous nous sommes mis d'accord, sans médiateur, pour qu'on ait 67 ministres. Voilà une politique. Alors, nous avons dit, dans ce cas-là, en tout cas, nous allons vous dénoncer devant la population. On est revenu jusqu'à une quarantaine. Voilà, donc, ça se passe un peu dans cet esprit-là. Tandis que si on fait de toutes ces questions une préoccupation populaire, que la population indique une certaine direction aux dirigeants, quelque chose peut évoluer. Il y a eu des accords signés. Kagame se plaint que le président Tshisekedi ne respecte pas des accords. C'est quoi exactement? Bon, il y a quand même trop de... Mais alors que les principes, il y a un problème sérieux auprès de nos voisins par rapport à l'espace, par rapport à certaines richesses. Mais on peut ensemble aller dans la logique de business for peace sans exploiter dans la logique du gagnant-gagnant. Pourquoi ça ne marche pas? Il faudra, en dehors de politique, avec les scientifiques, réfléchir. Pourquoi? C'est pas normal. Merci, Monseigneur. Merci vraiment pour ces explications. Et même si dans le postulat numéro 4, vous aviez parlé aussi d'influencer les dirigeants politiques d'Afrique, spécialement des Grands Lacs, peut-être une question qui me vient comme ça, avant de donner la parole à Patricia pour le 5e postulat, c'est un peu de dire ce que vous avez en tête, par exemple, de rencontrer tous les chefs d'État de la région et plus aussi les autres. Ah oui, bien sûr, ce sont quand même les acteurs clés. Pour le moment, nous demandons de rencontrer d'abord notre président de la République. Nous espérons qu'il va recevoir le représentant des églises d'ici là. C'est important de commencer par lui, qui comprenne la quintessence de la démarche. Et encore que c'est une réponse aussi à son appel. Si vous avez suivi son speech à Isiro, en ce qui concerne notre pays, quand il a demandé de prier pour les miracles, il a fini par dire que ce qu'il attend de l'Église, c'est qu'elle soit réellement au milieu du village, c'est-à-dire, a-t-il continué, c'est parler, donc approcher les uns et les autres pour qu'on soit ensemble, qu'on se parle en dialogue. On est dans cette dynamique-là. Okay. Et c'est quand même malheureux d'entendre un de ses collaborateurs dire n'importe quoi autour de ce pacte, alors que c'est une des réponses à la demande du chef de l'État. Et nous entendons lui expliquer comment nous voulons procéder, parce qu'on n'a pas à dicter. Tout comme on va aussi rencontrer les autres. Alors, étant donné que ce sont des questions qui ont un impact aussi sous-régional, on ne peut pas échanger avec les autres chefs de l'État comme on l'a fait autrefois avec Museveni autour des Anef Nalou.
OK. Merci, monseigneur. Alors, Patricia, cinquième et dernier postulat. Hein, oui. Oui, alors dans le dernier, le cinquième point clé de cette feuille de route, monseigneur Chollet, vous parlez d'interpeller la communauté internationale à accompagner en toute responsabilité et sincérité les peuples africains à construire et léguer un continent où règne la justice, la paix et les meilleures conditions de vie et environnementales aux générations futures. Monseigneur Chollet, quelle action spécifique attendez-vous de cette communauté internationale pour soutenir les initiatives en matière de justice et de paix, tout en sachant que, bon, ça fait quand même quelques années, comme l'a rappelé tout à l'heure bravement Yves, ça fait plusieurs années que nous sommes dans cette situation et on a très peu vu en réalité la communauté internationale vraiment prendre des actions fermes. Voilà. Donc ma question était vraiment, quelle action spécifique attendez-vous de la communauté internationale? Ben, je crois que, bon, on est quand même, on a une histoire. L'histoire a fait que la communauté internationale est encore jusqu'aujourd'hui, malgré nos indépendances, une influence sur les gouvernances de nos pays. Et souvent, nous les approchons comme bienfaiteurs, comme des personnes qui viennent répondre à nos besoins. Nous oublions que ce sont des gens qui sont là d'abord pour défendre leurs intérêts. Oui. Donc, le Congo, la sous-région, c'est aussi en quelque sorte un marché pour eux. Donc, ils ne viennent pas pour nous aider, ce n'est pas la charité. Alors, dans ces contextes-là, on a aussi besoin d'obtenir aussi de l'éthique dans leur collaboration. C'est vrai que le monde est global aujourd'hui, mais dans cette globalité, ils ont une responsabilité. Nous avons chacun de nous une responsabilité en ce qui nous concerne comme Congolais. Si vous avez suivi un message d'alerte que le pays est en danger de la SENCO, on avait stigmatisé l'hypocrisie et l'indifférence de la communauté internationale sur justement le conflit à l'Est là. Donc, c'est quand on parle dans ces postulats de la sincérité, de la responsabilité, c'est aussi à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient passées autrement pour le bien de notre pays, pour le bien de la sous-région, s'ils avaient d'autres postures. Et ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Donc, je crois qu'ils ont quelque chose à faire. Et sinon, nous devons comprendre qu'on n'a pas trop compté sur eux. Oui. Merci beaucoup, monseigneur, pour cette sincérité, hein, puisque c'est vrai qu'il y a parfois des ambiguïtés. On voit même quand il y a des interventions de la communauté internationale, hein, ce n'est pas tout à fait clair. Même entre eux, hein, il y a des vérités qui sortent. Que, voilà, parfois, on n'est pas ferme pour arrêter certaines situations. Bon. Alors, quand vous parlez de 5 postulats, monseigneur, vous dites à la fin que ces postulats, c'est pour, en fait, préparer une conférence internationale. Vous en avez peut-être déjà fait allusion, mais est-ce que vous pouvez un peu en dire plus sur cette conférence internationale? Bon, d'abord, ce postulat, c'est à titre indicatif. Hein, on attend aussi les propositions des uns des autres. Le feedback, dis-nous. Oui. Le feedback. Et autour de cela, on va proposer des commissions de réflexion où on désignera les experts et peut-être chaque partie prenante pourra proposer quelqu'un qui lui convienne par rapport à cette thématique-là. C'est pour préparer les sujets à retenir pour le forum national. Alors, quand on aura eu ce forum national, à l'issue duquel nous espérons arriver à un pacte social, ce pacte qui pourra nous rendre forts dans la mesure où les partenaires étrangers n'auront pas affaire à la position d'un pouvoir, le pouvoir Tshisekedi, n'auront pas affaire à un individu, à un regroupement politique, mais à une dynamique nationale.
à une dynamique nationale. C'est-à-dire, si les Congolais se mettent d'accord sur la façon de traiter la question sécuritaire, parce que maintenant, l'opposition est un peu comme en retrait, en attendant peut-être l'échec de pouvoir. Bon, ce sont des tentations politiques. Mais si tout le monde autour de cela comprend que c'est notre pays, voilà la façon la plus responsable pour sortir de cette situation. On sera plus fort ensemble. C'est à ce moment-là qu'on pourra négocier comme pays une conférence internationale. Ok. Merci, Monseigneur. Bon, Yves, nous savons ta façon d'agir. Oui, effectivement, tu as soulevé la main. On te donne d'abord la parole et puis après, on va continuer à décortiquer le texte donc, de la feuille de route avec Patricia. Alors, Yves. Moi, j'ai deux observations. La première, Monseigneur, dites-moi, comment vous faites pour avoir la foi en l'homme congolais? Parce que c'est pas évident. Ma deuxième observation, c'est au fond, quand je vous entends parler, je sens que vous êtes beaucoup plus dans l'option d'avoir une vision stratégique pour la République. Maintenant, dernièrement, j'étais à Kinshasa. J'ai entendu comment ça s'appelle encore Honorable Mengi avec l'initiative Burundi qui justement allait dans ce sens-là d'avoir une vision stratégique pour la République. Maintenant, la question. Pensez-vous que sans contrainte, sans pression populaire, une pression de la société civile, une vision stratégique est viable dans ce pays? Voilà, donc c'est difficile sans la pression. C'est pourquoi nous voulons vraiment une grande adhésion de la base, pour parler le langage des politiciens, de la foule, de la masse, de nos fidèles, pour qu'ils puissent regarder de travers ce qui irait dans d'autres directions. Que tous les Congolais comprennent la direction où le pays doit aller pour que le politicien soit quelque peu pressé, aller aussi à subir la pression d'aller dans cette direction-là. Comment peut-on avoir foi à l'homme congolais? Bon, je crois que l'homme, quel qu'il soit, il reste l'image de Dieu. Hein? Il a l'image de Dieu, bien sûr, perfectible. L'homme change aussi avec l'expérience du passé. De toutes les façons, ce n'est pas de la magie. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes comme Église. Nous voulons planter. D'autres vont arroser. Le Seigneur va accroître. Ok. Merci pour cette foi, Monseigneur. Alors, Patricia, à la suite un peu, hein, on décortique les textes, on est encore là, on n'a pas encore fini. J'aime beaucoup la façon dont le Monseigneur Cholet nous a ramené vers la foi directement, donc c'est important et c'est bien. Donc, pour clôturer, vous dites alors que c'est dans l'entretemps que la CENCO et l'ECC feront des plaidoyers auprès des principaux acteurs sociopolitiques au niveau national et international afin de recueillir leurs avis et créer une synergie autour de ce projet. Moi, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, mais moi, j'ai un petit souci, j'ai une petite préoccupation, Monseigneur Cholet. On a vu, en tout cas, l'échec du processus de Luanda entre la RDC et le Rwanda. Donc, les discussions ont cessé. Et y a un adage qui dit que lorsque la diplomatie est en panne, ce sont les armes qui prennent le relais. Et on l'a vu ces derniers jours, la situation est extrêmement préoccupante et elle a escaladé. Donc, c'est devenu de plus en plus préoccupant et nous avons plus de déplacés et vraisemblablement plus de morts, bien qu'on n'arrive pas encore à les comptabiliser.
comment vous pensez vraiment approcher ces principaux acteurs sociopolitiques dans leur état d'esprit où ils sont en ce moment où ils n'arrivent plus à communiquer, hein, et c'est clair, on le voit sur le terrain, ils n'arrivent plus du tout à communiquer, le dialogue est rompu. Comment est-ce que vous allez faire? Quels sont les mécanismes que vous allez utiliser pour vraiment persuader nos acteurs politiques et sociopolitiques à dialoguer? Vous avez bien dit, si la diplomatie en panne, ce sont des armes qui prennent le relais. C'est malheureusement la situation actuelle. Et ce que nous tentons de faire, c'est justement pour donner du souffle aussi à la diplomatie. Donc, il y a lieu que nous approchions ceux qui sont aux manœuvres sur le plan diplomatique pour voir là où nous pouvons faire jonction avec eux pour atteindre le résultat que nous souhaitons tous. Mais ça reste évident que ceux qui ont pris les armes aujourd'hui doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas compter que sur les armes. Mais malheureusement, ça cloche quelque part sur le plan diplomatique. Donc nous voulons amener un peu de graisse dans la machine diplomatique, tout en faisant comprendre à nos voisins c'est à quoi tient le peuple congolais, pas le pouvoir de Tshisekedi. C'est à quoi tient le peuple congolais, comment nous voyons la chose. Parce que c'est tout le monde qui a intérêt qu'on ait la paix, c'est tout le monde qui a intérêt à ce que chacun profite de ce qu'on a dans la sous-région. Merci, Monseigneur. Merci. Alors, Monseigneur, vous avez déjà anticipé une question que moi j'avais, hein, c'est à propos de sensibilisation. Vous avez parlé des églises respectives, hein, des catholiques et des protestants. Là, vous pouvez chercher l'adhésion populaire, ça c'est bien. Mais quand j'ai vu, hein, dans les documents que vous parlez aussi que des modalités d'adhésion se trouvent dans les sites. Là, j'étais un peu dubitatif, Monseigneur, puisque nous connaissons la réalité un peu du pays par rapport à la connexion à l'Internet. C'était seulement pour mettre, ou bien vous êtes un peu plus sûr que les gens vont y aller, puisque la connexion, ça pose problème. Le moyen des paroisses, peut-être c'est le moyen de plus sûr pour sensibiliser les gens. Vous savez que la diaspora congolaise a une grande influence dans la marche du pays, dans l'opinion. Ah oui, peut-être ça nous avons oublié. Hein. Nous, on a vu seulement, bon, disons moi personnellement, je vois seulement au niveau du pays. C'est important de nous soulever là de la diaspora, Monseigneur. Je m'excuse de vous avoir coupé la parole. Mais, oui, ça c'est vrai. Oui, et là, c'est par rapport au site. On est en train de développer aussi d'autres canaux comme les SMS qui pourraient attendre tous ceux qui ont l'Android. Il y a quand même, bon, vous êtes du domaine, on réfléchit à tout ça pour atteindre le maximum, y compris ceux qui sont en diaspora. Alors, dans ce sens-là, Monseigneur, c'est pour aider, hein, les gens qui nous suivent, surtout ceux de la diaspora qui ont la possibilité d'avoir facilement accès à l'Internet. Donc, le site, c'est Pacte Social PRDC, en un mot, hein, Pacte sans S, donc Pacte Social PRDC, donc tout mis ensemble, .org. Donc, c'est pour dire que ceux qui peuvent, hein, ou ceux qui veulent plutôt adhérer à cette initiative peuvent entrer sur le site pactesocialprdc.org, hein, donc en un seul mot, pour adhérer à cette initiative louable. Alors, nous continuons maintenant. On a presque fini le texte, mais ce n'est pas encore fini des questions quand même qu'on a décortiquées. Ils ont le texte. Maintenant, il y a encore d'autres questions qui peuvent nous passer par la tête, n'est-ce pas? Patricia, d'abord, et puis Yves. Ou bien on donne d'abord la parole à Yves et Patricia, si tu permets, parce que j'ai vu qu'il a... Oui, bien sûr, Yves. Vas-y.
Oui, Monseigneur, il y a quelques années de cela, les, comment dire en français, les chrétiens catholiques avaient des actions d'envergure contre le régime de l'ancien régime. Vous avez utilisé la même technique pour faire accepter le pacte, bien pour vendre le pacte. En tout cas, l'écoute est difficile. Hein? Yves, si tu peux reprendre, Yves, puisque le son est un peu difficile hein, pour toi. Si tu peux reprendre rapidement pour que nous puissions... Oui, je disais en 2017-18, les chrétiens avaient un moyen de pression efficace sur le régime pour faire accepter des élections. Pensez-vous qu'on va revenir à ce genre d'action? Bon, tout dépend de l'évolution. Hein. Encore que ce n'est pas là au niveau de la SENCO, des évêques, qu'on a organisé ces actions-là. Ce sont des laïcs qui ont saisi le message des évêques et puis ils ont pris leurs responsabilités. Mais dans le cadre de la sensibilisation, ce n'est pas exclu qu'on puisse organiser des activités comme des marches de chrétiens comme un moyen de sensibiliser. Si jamais on avait des résistances au niveau des politiques, simplement pour le bien de la paix. Donc, l'avantage ici est qu'il ne s'agit pas d'aller pour ou contre quelqu'un, mais c'est faire la promotion d'une idée, d'un projet que nous espérons capital pour l'avenir de ce pays. Alors, merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Patricia, nous revenons un peu sur le site pour l'adhésion, pour les gens qui nous suivent, spécialement pour ceux qui sont dans la diaspora. Il y a Monsieur Jean-Pierre qui porte mon prénom aussi, mais Jean-Pierre Okeke qui nous a aidé pour écrire le nom du site. Comme ça, vous pouvez voir sur l'écran pacte social prdc.org pour les gens qui veulent adhérer à cette initiative de la SENCO et de l'SCC. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Okeke, pour ce secours. Alors, Patricia, on continue à une question encore. Hein, oui, bien sûr. Il y a tellement de questions à poser. Je ne sais pas si on aura assez de temps. On a le temps. Je crois que Monseigneur a le temps aussi, c'est important. OK. Alors, ma prochaine question, ce sera, Monseigneur Cholet, c'est une très belle initiative et c'est vraiment quelque chose de louable, mais tout ça a un coût. Pour le financement, comment comptez-vous mener en tout cas cette initiative? Comment est-ce que vous comptez être financé pour aller à la rencontre? Parce que tout ça, ça demande de l'argent. Comment est-ce que vous comptez vous organiser comme ça? Eh bien, nous sommes pour le moment, bon, la force de la foi nous conduit, mais on est en train de réfléchir à faire un projet budgétisé pour sensibiliser tous ceux qui croient au projet. On a quand même nos compatriotes qui ont des moyens, qui croient au projet. S'il y a des partenaires qui croient au projet, on va aussi les impliquer et à un moment donné, on pourra recourir à la population aussi. Alors, je voudrais quand même souligner le fait que dans cette sensibilisation, et comme il s'agit d'un pacte de bien vivre ensemble, nous approchons aussi les autres confessions religieuses, même si l'initiative est partie de la SENCO et de l'ECC, donc déjà c'est lundi. On sera avec les musulmans, on va échanger là-dessus. Hein. J'ai déjà échangé avec les représentants des chefs coutumiers, avec quelques-uns aussi de la majorité et quelques-uns de l'opposition. Les contacts sont pris, sont en train d'être pris. Ben voilà, à un moment donné, je crois que ça va se dessiner clairement. Merci. Oui. Alors, Monseigneur, il y a une question. Hein, il faudrait nécessairement que je la pose. Mais avant de poser cette question, hein, je voudrais d'abord montrer quelques images hein, et puis je vous dirai qu'est-ce que ça représente pour vous
Regardez un peu cette photo, je vais vous faire quelques surprises. Ça, c'est quand on prépare les émissions, c'est un peu comme ça. Voilà un peu cette image, hein. On vous voit encore là, vous étiez encore un peu plus jeune que maintenant. Voilà. C'est avec Tshisekedi père, hein, Étienne. Et puis, quand on vous voit comme ça signifie que là, vous étiez déjà, comme on a dit, hein, vous avez 16 ans d'expérience comme, disons, au secrétariat général de la SENCO, c'est que vous avez rencontré pas mal de gens, hein, les pouvoirs passés, les pouvoirs présents, et qui sait même les pouvoirs futurs. Alors, ça, c'est une image qui parle. Alors, il y a une autre image, hein, où on voit effectivement Tshisekedi père, hein, avec certains évêques. Et je reconnais l'archevêque de Bukavu, Xavier Maroyi. Je vois l'ancien président de la SENCO, hein, l'ancien évêque de Tchumbe, je crois. Non, de Tchumbe. Non. Oui, Monseigneur Jomo. Et je vois aussi Monseigneur, l'ancien président de la SENCO, au Tembi. Je vois le feu Monseigneur, celui qui était à Mbandaka, et avec Papa Tshisekedi, pour dire que depuis longtemps, hein, la SENCO ou les évêques ont toujours eu des contacts. Hein, ils n'étaient pas au pouvoir, hein, ils étaient dans l'opposition. Et ça, ce sont des images d'abord qui parlent. Hein. Ça, c'est pour une façon, hein, d'introduire effectivement ma question. Ce n'est pas encore fini. Cette image, hein, ça me parle un peu quand même, cette dernière. Voilà un peu. Je vous reconnais, hein, vous êtes là avec les cardinals qui n'étaient pas encore cardinals, on voit par la tenue, avec Monseigneur Outembi. Je crois qu'à ce moment, le cardinal était vice-président de la SENCO. Et on vous voit, hein, avec quelqu'un à gauche qui n'était pas encore au pouvoir. Donc, c'est le président actuel de la République démocratique du Congo. Alors, Monseigneur, ma question maintenant. Quand vous faites cette initiative et que quand on voit sur les réseaux les gens qui critiquent régulièrement la SENCO, qui critiquent régulièrement Monseigneur Cholet, les gens qui parlent même, j'utilise les termes qu'on voit, les politiciens sous-tendent, des histoires comme ça. Vous pensez que ça sera plus facile pour les gens d'accepter cette initiative qui vient de vous, de la SENCO? Et parfois, bon, les gens oublient que vous êtes secrétaire général de la SENCO, hein, que vous parlez au nom de la conférence. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont vous faire confiance puisqu'ils vous accusent de ne pas être au milieu du village? Cette question, je devrais la poser, Monseigneur. Bon, d'abord, c'est une accusation de tout le temps. Hein. Ma grande consolation, c'est que ceux qui nous accusaient de cela, aujourd'hui comprennent que ce n'est pas qu'on les haïssait comme ils croyaient, mais on défendait des principes qu'on continue à défendre aujourd'hui, quel que soit celui qui est au pouvoir. Je crois que c'est simplement question de mauvaise foi ou de fanatisme, je dirais, parce que ils doivent se souvenir. Hein, il y a même un jeune homme de l'UDPS qui s'est fait surnommer, qui se fait appeler jusqu'aujourd'hui, on l'appelle l'abbé Cholet. Moi, j'ai participé au congrès de l'UDPS à la 10e rue quand le vieux Tshisekedi était là. C'est à cause de l'UDPS que nous avons quitté le dialogue de la cité de l'OIA. Alors, qu'est-ce que l'UDPS nous donnait pour qu'on soit avec eux? Ils nous donnaient de l'argent, ils nous donnaient quoi? Est-ce que nous travaillons pour les mettre au pouvoir? Non, c'était pour défendre les valeurs et politiquement se retrouver dans cela. Et c'est ce que nous continuons à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nous qui avons changé, ce sont eux qui ont changé et nous, on ne tient pas compte de cela. Donc, ils peuvent crier, insulter, mais un jour, ils vont se rendre compte que la vérité n'était pas ce qu'ils sont en train de clamer. Alors, le plus intéressant, c'est qu'en privé,
quand ils vous approchent, ils ont une autre attitude. Ils ont une autre attitude. Je vous dis, il y en avait un à la pouvoir passé qui, la veille du jour où il avait déprogrammé pour aller m'insulter à la radio, il m'a envoyé quelqu'un pour dire, va dire à l'abbé Scholl, demain je vais l'insulter, mais je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup, je n'ai rien contre lui. Et effectivement, donc, c'est qu'il a craché sur moi. Mais, voilà un peu la fausseté de nos on est habitué à cela. Donc, leur conscience, ils savent que nous ne sommes pas des gens achetés ou achetés. Non. Donc, vous ne voulez pas dire par là que l'Église reste cohérente dans ce qu'il fait? Exactement. On ne changera pas en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Monseigneur. Cette question, c'était quand même essentiel que je la pose pour qu'on ne dise pas que nous faisons des complaisances quand nous faisons nos émissions. Donc, c'est important que je fasse arriver cette question pour que ceux qui le disent puissent voir que, voilà, on n'est pas complaisant quand on fait des émissions et que c'était quand même nécessaire qu'on fasse arriver cette préoccupation. Alors, Patricia, encore une question, ce n'est pas encore fini. Et puis, nous allons écouter Yves qui sourit là. Avec cette ah oui, hein, il y a une question écrite ici. Comment l'Église fait pour accepter que les messes noires se fassent au centre Nganda à l'école de la démocratie? Oui, ça vient de Yves, hein, ce sont des pics de Yves là. Il a écrit ça en privé, le Monseigneur a lu ça. Il n'y a pas longtemps, on nous a traité de tous les mots. Quand le père de l'opposition est venu se réunir, ils ont loué notre salle ici pour se prononcer contre le projet de la révision du changement constitutionnel. Et maintenant, les mêmes qui nous ont accusés, mais ils sont en garde chez nous. Alors, ce sont là les éléments clairs pour dire que nous, on est avec tout le monde, on n'est pas ennemi de quelqu'un. Voilà, merci. On respecte la liberté d'action des uns et des autres, mais nous sommes là pour dire que qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération si on veut que le pays aille de l'avant. Voilà, merci Monseigneur pour ces éclaircissements, pourvu que les gens qui savent réfléchir puissent comprendre, puisque ce n'est pas toujours évident de faire réfléchir. Le fanatisme diminue la raison. Voilà, merci pour ça. Je n'ai pas voulu le dire, mais c'est quelque chose comme ça. Vous avez parlé de fait des idées. Alors, merci. Merci Monseigneur. Le fanatisme diminue la raison, a dit Monseigneur. Voilà, et je crois que c'est dangereux le fanatisme. Hein. Alors, il faut que les gens se disent ça. Hein. Ça vient de Monseigneur, pas de moi. Le fanatisme diminue la raison. Alors, essayons d'être moins fanatiques et nous allons avoir un peu plus de raison. Alors, Patricia. Merci. Alors, Monseigneur Chollet, dans votre profession, vous êtes souvent à l'intérieur du pays, en tout cas, et vous êtes vraiment le premier témoin des inégalités sociales et économiques dans le pays. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Je sais que c'est très difficile d'arriver à un point à un autre dans vos missions et tout ça, mais est-ce que vous n'avez pas un moyen de pression sur le gouvernement pour que les choses se fassent un peu plus rapidement en termes d'infrastructures, de routes, d'écoles, etc. Bon, le principal instrument, le principal moyen que nous avons, c'est la parole. Et malheureusement, quand on parle, on croit qu'on ne les aime pas. Mais non, on ne sera pas se taire. Mais malgré ça, je crois que, bon, quelque chose avance quand même, mais pas au rythme normal souhaité. On ne se fatiguera pas. Comme disait le message là, pour l'amour du Congo, je ne me tairai pas. Donc, c'est ça. Donc,
la parole, le plaidoyer. On ne prendra pas les armes, non, pour dire aux politiciens aller de l'avant, non. Et surtout l'éducation civique, c'est là où nous sommes en train de réfléchir pour faire davantage, pour que la population n'attende pas que quelqu'un leur dise, écoutez, maintenant il faut réagir, maintenant il faut pousser le politicien ici. Ailleurs, dès que le prix du pain augmente de quelques centimes, la population réagit et le politicien. Mais chez nous, on n'est pas encore là. On a vraiment une culture de la banalisation. Donc, même pour les choses sérieuses, aller dans les réseaux sociaux, vous y êtes d'ailleurs. Non, on prend tout à la légère, on tourne en moquerie, en humour, ce qui est grave. Exact. Alors, je vois Yves avec son petit sourire. Alors, Yves, tu as encore quelques pics. Tu as toujours des questions qui piquent comme ça. Non, mais c'est que Monseigneur est en train de me dire là, c'est vraiment quelque chose qui me vécu. Au Soudan, il y a eu une augmentation de 50 Soudanais de la valeur du temps. En 2 semaines, le régime de FFI était voilà. Chez nous, il y a un poisson qu'on appelle un petit poisson comme ça. Qu'on appelle Kinshasa. Les gens en rigolent. Mais c'est quand même un problème. C'est ça qui est malheureux. On doit vraiment y travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Alors, Monseigneur, moi, j'ai revu encore au document. Et maintenant, on a fini de décortiquer, mais il y a toujours des questions pour voir un peu. Les documents datent déjà du 15 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 24. Ça signifie que ça fait déjà 9 jours. Jusqu'à présent, Monseigneur, comment est-ce que vous évaluez un peu? Ça prend les gens, par exemple, la curiosité. J'ai vu déjà, si je peux le dire, un document de notre prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege, qui adhère déjà. Alors, est-ce que vous avez déjà d'autres adhésions? Par exemple, je m'excuse du terme, des gros poissons, ça signifie des grands hommes politiques, des grands partis, ou des partis politiques, ou de la société civile qui ont déjà adhéré, puisque nous voudrions aussi, si nous savons, les inviter ici pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Il y a déjà quelques grandes adhésions comme ça? Formellement, pas encore, mais dans les contacts qu'on a appris, on sait qui a adhéré et ils vont s'exprimer. Vous savez, les politiques sont ce qu'ils sont. Il y en a qui doivent se parler entre eux. Les gens d'un regroupement politique, quand l'autorité morale a déjà mordi, mais il veut que ce soit quelque chose. En tout cas, jusque-là, les échos sont positifs. Tous ceux que nous avons abordés jusque-là encouragent l'idée, mais il y a quand même des personnes importantes, capitales, qui comptent, qu'on n'a pas encore abordées. Les contacts sont déjà pris aussi. On va le faire prochainement. L'idée, c'est préparer le terrain pour que quand on va donner les modalités d'adhésion, ces pratiques, ça coule, quoi. Merci. J'ai une question d'un internaute. Alors, il demande que, bon, en lisant la feuille de route, évidemment, il dit que il ne voit encore rien sur le terrain. Alors, il voulait savoir s'il y a déjà un calendrier en place. Oui, c'est le travail qui est en train d'être fait. Je vous ai dit qu'il y aura un atelier de commission justice et paix. Ce qui est annoncé prochainement, là, c'est mais la date n'est pas encore fixée. C'est l'annonce de commissions thématiques où on va demander aux gens de s'inscrire selon les thématiques qui les intéressent. Et par rapport à ceux qui se seront manifestés, nous verrons comment organiser les ateliers de réflexion. Parfait.
Merci. OK. Alors, je ne sais pas, Yves, encore quelques questions, sinon, moi, je peux encore parler. Yves? Non, 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 allez-y, Père. Oui. Alors, Monseigneur, quand on voit cet effet des routes et on compare maintenant, et quand vous l'avez écrite le 15 janvier, l'idée, si c'est juste une petite curiosité, comment est-ce que vous faites pour coopérer? C'est une bonne coopération, ça ne date pas d'aujourd'hui, avec l'Église protestante. Et vous vous êtes réunis et puis vous avez dit voilà un peu ce qui peut ressortir. Maintenant, ça sort un peu du texte. C'est pour savoir comment vous coopérez facilement avec l'Église protestante. Et moi, par exemple, avec les musulmans, mais même si vous avez dit que vous allez les aborder, il y a plusieurs autres confessions. Et je n'ose pas parler des églises des réveils, puisque c'était une question sensible. Et comment est-ce que vous faites comme ça pour coopérer facilement avec eux? Et puis, il y a quand même aussi une église qui a une dimension un peu nationale, les kimbanguistes. Vous avez essayé aussi de les aborder, même s'ils ne sont pas dans l'écuménisme. Bon, on est en train d'approcher les autres églises, même les églises de réveil, ils sont une multitude, hein, donc il y a des gens qui sont quand même ouverts. Il y a quelques jours, le président de la CIME qui regroupe les 6 confessions religieuses, avait fait une déclaration allant dans le sens de continuer, était pratiquement le même qu'elle appelle pacte social. Donc nous voyons déjà cela, une facilité pour nous rapprocher les uns des autres. Avec les protestants, on a déjà une longue expérience de collaboration. On a la facilité d'avoir la même vision de la mission prophétique. Évidemment, chez eux, c'est un peu plus compliqué. Pour prendre, il y a le président qui engage l'institution, mais il y a les synodes. Ils attendent, je crois, pour le mois de mars. Alors, bon, nous savons déjà, il y a le révérend Eric qui est au secrétariat et moi qui suis là. Les idées de la SENCO, des évêques, les idées de leur synode, on se les partage, on voit ce qui peut nous mettre ensemble, on évolue. Bon, alors, il y a une autre question de curiosité seulement du point de vue pratique, Monseigneur. Vous essayez en fait de rencontrer tous les protagonistes de la situation actuelle, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, et opposition non armée, si je peux dire comme ça, et puis l'opposition armée. Pour rencontrer les gens qui sont dans l'opposition non armée, si je peux utiliser ces termes, c'est un peu plus facile. Mais ceux qui sont dans l'opposition armée, est-ce que vous pensez que c'est une mission facile? Comment les atteindre? Ça sera par quel moyen? Par téléphone ou par comment? Non, on en a l'expérience, Père. En septembre 2012, j'ai accompagné 5 évêques jusqu'à Aruturu, qui était le quartier général de M23, dirigé à ce moment-là par Laurent Kunda, non, Sultani Makenga, Laurent, oui, Sultani Makenga, oui. Et ce n'était pas facile parce que c'était en pleine guerre. On comptait sur l'escorte de la MONUSCO à partir de Goma. C'était compliqué. Il devait demander l'autorisation à Kinshasa. Kinshasa a dit qu'il attendait l'autorisation de Washington. Il était encore nuit à Washington. Alors, nous, on a dit, bon, on a pris notre contact avec M23 qui a garanti de nous recevoir sans problème. Et on est allé. On a donné un message fort dans l'église, dans leur présence. Bon, nous pensons refaire la même chose dans la mesure du possible. Et toujours dans ce sens, Monseigneur, il y a quand même beaucoup de protagonistes dans ceux qui ont pris les armes. Hein.
vous allez choisir quelques groupes ou bien vous allez essayer, bon, on inscrit par exemple les groupes qu'on appelle, disons, on les appelle tous terroristes maintenant, et les grands groupes là, je ne sais pas, les ADF là, qui sont un peu du côté de la frontière avec l'Ouganda. Et vous allez, puisqu'il y en a plusieurs groupes quand même armés, vous allez essayer de les contacter tous ou bien vous allez contacter les principaux groupes? Bon, d'abord, les LADEF Nalo ne sont pas des Congolais, ce sont des Ougandais. Et pour eux, nous sommes allés voir il y a quelques années le président Museveni. Ceux qui sont à l'est du côté de l'Ituri, là, de Codeco, de Zaïre, nous avions fait une émission, on a vu tous leurs leaders, c'était en 2021 ou 2022 là. Pour le moment, je crois que ce qui préoccupe le plus, c'est M23 à AFC. Ok. Alors, je ne sais pas si Patricia a encore une question ou oui, je vois déjà. Patricia, on donne d'abord la parole à Yves, puisque même si son micro fait quand même problème, on l'attend difficilement. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Yves, en Espagne, on pouvait quand même avoir de bonnes choses. Hein. Bon, Yves, on essaye. Les Italiens et les Espagnols, c'est le bon amour. Hein? Vas-y, Yves. Anyway. Oui, Monseigneur, vous aviez évoqué tantôt l'implication des Américains dans votre voyage. Vous ne pensez pas qu'il y ait un rôle encore majeur cette fois-ci? L'implication des Américains? Oui, parce que quand vous étiez en train de partir rencontrer le M23, ouais, vous avez obtenu une autorisation de Washington alors qu'il était encore la nuit. Vous avez décidé de partir. Mais maintenant, dans la situation actuelle, ne pensez-vous pas que l'implication des puissances externes à l'Afrique soit un plus vers la France? Bien sûr, c'est comme ça qu'on fait aussi un postulat sur la communauté internationale. On a besoin d'eux, mais nous ne devons pas dépendre d'eux. Cette fois-là, d'ailleurs, c'était une lourdeur administrative. La preuve en est que quand on était déjà en route, presque arrivé à Rutshuru, je recevrai un coup de fil de Kinshasa. Voilà, l'autorisation est accordée. Trop tard, nous y arrivons déjà. Donc, c'est sûr que là, on aura besoin de leur facilité, on n'hésiterait pas. Ok, alors Patricia, encore un petit mot, comme ça nous allons aussi libérer Monseigneur qui a beaucoup d'autres responsabilités, qui a aussi une journée très chargée. En tout cas, on les remercie déjà pour sa disponibilité. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois puisque c'est quand même une grande émission. Nous allons accompagner la SENCO et l'ECC dans cette initiative à travers nos émissions. Donc, tous ceux qui vont adhérer, nous allons essayer un peu aussi de les interviewer. Alors, Patricia. Alors oui, Monseigneur Chollet, je voulais savoir, étant donné que la crise sécuritaire à l'Est est extrêmement préoccupante en ce moment, je voulais savoir si vous êtes au courant des actions que peuvent mener l'Église catholique sur le terrain en ce moment, vraiment dans les grandes lignes. Je sais que c'est peut-être pas votre responsabilité directe, mais juste comme ça pour éclairer nos auditeurs. Bon, pour le moment, c'est la situation humanitaire qui préoccupe le plus. Hein. On est en train de réfléchir à quelle action mener pour y contribuer. Pour le reste, c'est ce que nous faisons. Donc, travailler pour le retour de la paix durable. Merci. OK. Alors, peut-être un dernier mot, Dave, dernière question. Justement, dans le cadre de ce que Patricia était en train de poser comme question, Monseigneur, vous avez l'oreille du cardinal. Pourquoi ne pas instituer dans chaque messe une quête spéciale pour la situation qu'il y a à l'Est?
Bon, on les fait de temps en temps. On ne peut pas à chaque... bon, c'est une façon de faire, comme suggestion, mais on a déjà eu à faire, on le fera encore sûrement. Je sais qu'on le fait. Je sais qu'on le fait, mais la situation... Oui. D'ailleurs, on est en train de réfléchir, hein, voir un peu ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Monseigneur, rapidement aussi, je saute sur la question de Yves. Dans ce sens-là, j'ai vu un message, un communiqué, je crois, comme on est habitué maintenant à lire des communiqués chaque jour, le communiqué du ministre de la Justice et de la République démocratique du Congo qui demande aux confessions religieuses d'organiser des messes et de faire des collectes. Dans ce sens-là, ça ne va pas dans le même sens que la question de Yves un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, même si ça sort déjà un peu de notre thème d'aujourd'hui. Bon, la demande, d'abord avant qu'il fasse la demande officielle, on a lu dans les réseaux sociaux, il demandait aux confessions religieuses de prier contre l'agression pour soutenir le FARDC, de faire des collectes pour soutenir le FARDC et le Wazalendo. Et puis la demande officielle a suivi. Mais là, il y a lieu de préciser que ce qu'il demande, c'est ce que nous faisons déjà. On est habitué à le faire. Mais sauf que lui voyait, il y avait une vision un peu plus réductionniste. Il voyait que le FARDC et dans ce qu'il demande, il y a aussi possibilité, selon lui, d'avoir donné l'argent à l'armée, les moyens de la guerre. Ce qui ne rejoint pas nos principes canoniques. Chez nous, la finalité des offrandes sont définies dans le droit canon. 1254. Donc, c'est pour les besoins de culte, de ministres, de l'apostolat et de la charité. Donc, on ne peut pas faire une collecte pour acheter les armes ou la logistique ou le fonds. Non. Donc, nous allons réfléchir. Et puis, nous ne sommes pas une église nationale où nous devons faire, l'État doit nous dicter ce qu'on doit faire. Mais on reçoit ça comme pour la messe, par exemple, la prière. C'est comme une intention de prière que le gouvernement confie à l'église pour la paix, ça volontiers. Pour la quête, on doit réfléchir selon nos pratiques, selon nos principes canoniques. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cet éclaircissement. C'est quand même important que les gens le sachent. Hein. Sinon, on essaie de faire des choses vaille que vaille. Alors, Patricia, une dernière question, un résumé des choses. Et s'il n'y en a pas, et moi, je vais donner la parole alors, un dernier mot à Monseigneur pour clôturer. Je remercie d'abord beaucoup de gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Ils sont nombreux, hein, surtout sur X, sur Twitter et aussi sur YouTube, comme je vois dans les statistiques. Là, c'est un grand nombre aujourd'hui. Merci de leur présence, même si ils ont posé moins de questions. Peut-être ils n'ont pas de textes. Donc, je crois que les questions que nous avons posées, c'était aussi à leur nom. Alors, un dernier mot, Monseigneur, avant de nous quitter, pour faire un peu le résumé de votre initiative avec, disons, l'initiative de la SENCO avec l'ECC, l'Église du Christ au Congo. Bon, je crois que tout le monde devrait comprendre que le souci de ces deux églises, c'est sortir le pays de la crise actuelle. C'est une proposition pour que le pays aille de l'avant. Mais la réussite de ce schéma dépend de l'adhésion de tous les Congolais. Voilà pourquoi même ceux qui n'auront pas intervenu dans les réflexions, dans les forums, si jamais il y en aura, ils peuvent quand même encourager, trouver une façon de... ceux qui nous suivent maintenant, je crois qu'ils tous ont accès à l'Internet. Pour eux, la voie indiquée, c'est le site. Donc, allez adhérer à le site pour encourager justement les politiciens qui seraient hésitants
comprendrez que non, beaucoup de Congolais encouragent ça et il ne faudra pas qu'on soit à l'écart. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez voir le site là, pactesocial.prdc.org. Ceux qui veulent adhérer à l'initiative de la SENCO et de l'ECC, donc dans leur feuille de route du pacte social pour la paix et le bien-être et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans dans les Grands Lacs. Grand merci, Monseigneur, pour votre disponibilité pour nous parler de cette initiative de la conférence épiscopale nationale du Congo et aussi de l'Église du Christ au Congo. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Nous, comme on a dit, toute l'équipe du dialogue avec vous accompagnera pendant cette initiative. Et je crois que le prochain qui va adhérer aussi parmi la société civile et les hommes politiques, nous allons le recevoir. Merci beaucoup, Patricia, pour la disponibilité. Merci à vous. Accompagner. Merci, en tout cas, merci pour l'accompagnement avec ce projet. Voilà. Merci aussi à Yves. Alors, merci encore une fois à tous ceux qui nous ont suivis, à de nombreux téléspectateurs. Vous allez retrouver cette émission demain pour la rediffusion au cours de la journée et sur nos différentes plateformes encore une fois. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir toujours des nouvelles, des dialogues avec toutes les émissions, de vous abonner à notre chaîne YouTube, Dialogue avec JPBO. Et c'était un grand plaisir de vous avoir et une bonne journée pour, disons, une bonne soirée pour ceux qui sont dans les mêmes fuseaux horaires que nous. Et une bonne fin de journée pour ceux qui doivent encore continuer l'heure de journée. Nous vous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition du Dialogue avec. Le plaisir est le nôtre. Au revoir et à très bientôt.